La séance est ouverte. Suite à la démission de Madame Martine Conticello, nous devons accueillir ce soir le suivant sur la liste et l'installer en tant que conseiller municipal. Il s'agit de Monsieur Stéphane Vaart, qui a pris place, à qui on a remis son écharpe. Bienvenue, monsieur, dans l'enceinte de ce conseil municipal. Le conseil municipal étant désormais réputé complet, nous pouvons désigner le secrétaire de séance. Je vous propose que ce soit à nouveau Monsieur Saraoui qui l'assure, et je lui demande de procéder à l'appel nominal. Merci, monsieur le maire. Loïc Gachon. Mondoloni Jean-Claude. Zurka Marilyn. Amar Daniel. Morbelli Pascal. Mersali Malik. Cuillère Nadine. Philippe Gardiol. Ataf Lalia. Porte-Henri Michel. Nersessian Jean. Michel Jean-Pierre. Desclous Odette. Piquet Michel. Renaudin Michel. Oulier Gérard. Amoutéré Bernadette. Michel Marie-Claude. Rafia Kadjidja. Rosadoni Amélie. Berthaud Lazani. De Souza Frédéric. Rovarino Isabelle. Chauvin Isabelle. Lénert Katia. Gesné David. Sora Didier. Mangeau Julien. Présent. Caruso Julie. Saraoui Malik. Je suis là. Ferral Patrick. Aliotte Xavier. Bochia Hervé. Saint Véronique. Sanchez Philippe. Piombino Patricia. Gachet Jean-Pierre. Vaart Stéphane. Borelli Christian. Il est là. L'appel est terminé. J'ai failli noter absent. C'est bon, merci. Non, il est là. Enfin, en tout cas, le corps est parmi nous. L'esprit est peut-être ailleurs. Bien, merci, Monsieur Saraoui. Alors non, on va faire ça pour commencer. Vous avez été destinataire du compte rendu du procès verbal du 25 mai, de notre séance du 25 mai 2023. Appelle-t-il des observations? Il n'y en a pas. Je le soumets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Et puis avant de passer donc à l'ordre du jour de ce soir, peut-être deux mots de commentaire sur la situation qu'a connue la France ces derniers jours, alors qu'il s'est certes nettement calmé depuis dimanche, mais qui a valu des journées, des soirées d'angoisse et des exactions très très regrettables. La situation sur Vitrolles est restée très calme, comme sur beaucoup de villes de notre département, et pour faire simple, elle est totalement comparable à une situation de tranquillité publique des mêmes dates l'année dernière. Donc en fait, si quelques faits ont pu être constatés, il est difficile de savoir si on peut les rattacher aux événements qui ont secoué la France ces dernières heures. On peut s'en réjouir, il est en tout état de cause utile de s'interroger sur ce calme. On n'est pas les seuls, les autres villes du département sont aussi globalement restées assez calmes, bien sûr à l'exception très singulière et notable de Marseille. Les équipes qui travaillent à la tranquillité publique, qu'elles soient de police municipale ou de médiation sociale ou notre CLSPD, sont d'ores et déjà à pied d'œuvre pour essayer de comprendre ce qui se joue et pourquoi, alors que notre sociologie pourrait être comparable à d'autres villes qui ont été particulièrement chahutées, elle est restée calme. C'est utile de le comprendre autant quand ça s'agite que quand ça reste calme. Donc j'ai demandé au service
de procéder à une analyse un peu fine sur le sujet. De manière plus globale, la situation a posé et pose encore 3 sujets indépendants, mais qui se sont manifestés dans cette séquence ô combien douloureuse. La première est le point de départ chronologique de cette séquence, même si ces 3 aspects sont, de mon point de vue, assez détachables les uns des autres. C'est la question du rapport de la police avec la population, en particulier les jeunes. Le mode d'intervention de la police est forcément questionnant, et l'attitude de ce policier, dont la justice dira son niveau de criminalité, mais dont les images qui ont fuité ou qui ont été communiquées laissent peu de place au doute, est forcément quelque chose d'inacceptable et qui a soulevé une émotion totalement légitime et une interrogation totalement légitime. Que cette émotion et cette interrogation dégénèrent dans les mesures où elle a dégénéré n'est pas plus acceptable. Et les actes qui se sont déroulés dans les villes de France, et en particulier à Marseille, qui ont tourné au pillage, qui ont tourné à la destruction de biens publics et de biens d'utilité publique, se retournent contre les populations les plus fragiles de notre pays. Et c'est des actes sur lesquels il faut avoir non seulement une interrogation, une fermeté sans faille et une interrogation sur les causes pour pouvoir les traiter autant qu'on traitera les conséquences. Et puis, troisième effet, et c'est le dernier en date, c'est quand cette dégénérescence de la mobilisation, de la colère, s'en prend finalement d'abord au symbole de l'autorité, que sont les lieux publics, les mairies, et pour aller parachever, on va dire, le crime des maires à leur domicile, on est là face à une remise en cause du fondement même de notre démocratie, qui ne peut qu'inquiéter les élus que nous sommes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai souhaité m'associer, bien que Vitrolles soit resté très calme, je l'ai dit, à la mobilisation nationale engagée par l'Association des maires de France lundi à midi sur le parvis de l'Hôtel de Ville, et je salue et remercie tous ceux qui ont bien voulu se joindre à cette mobilisation. Je ne suis pas sûr que le débat soit forcément nécessaire sur ces questions, mais en tout état de cause, c'est une interrogation profonde à laquelle nous devons répondre. Elle doit nous mobiliser sans relâche pour que le lien social ne se distende pas, que le rapport à l'autorité, qu'elle soit politique, qu'elle soit policière, qu'elle soit autorité pédagogique, ne se distende pas plus qu'il n'est et même se reconstitue. L'autorité, c'est une nécessité dans une démocratie, mais elle ne va qu'avec une justice et une équité dans cette autorité. Et trouver les chemins de cette autorité équitable, de cette autorité juste, est le chemin que nous devons prendre, que ce soit, je le redis, sur l'autorité pédagogique, l'autorité politique ou l'autorité policière, qui sont 3 formes d'autorité qui ont été toutes les 3 assez mises à mal ces dernières années. Voilà, je voulais ne pas éluder l'actualité en ouverture de ce Conseil, même si, encore une fois, je déroge un petit peu à la règle de ce Conseil de rester sur des considérations purement locales. Vous voulez prendre la parole, Monsieur Sanchez, je vous la donne. Ça arrive. Oui, bonjour Monsieur le maire, et bonjour à tous. Oui, je souhaitais prendre la parole, mais c'est simplement poser une petite question. Suite à la mort de ce jeune à Nanterre, là, après, donc, il y a eu des émeutes un peu partout en France. Et la question que je me pose, c'est comment ça se fait que quelques jours après, un jour ou 2 après, sachant le climat de tension qu'il y avait dans le pays, comment ça se fait qu'il y avait 0 voiture de police garée devant le commissariat du centre urbain? Est-ce qu'ils faisaient des patrouilles ou où est-ce qu'ils étaient? Où étaient ces voitures, monsieur le maire? Il y avait 0 voiture de police. Si j'osais, je vous dirais que j'avais mis tout le monde en vacances parce que j'étais persuadé qu'il ne se passerait rien. Mais j'ose croire que vous seriez sceptique sur ma réponse. Au vu de la situation,
et ne sachant pas comment le territoire allait évoluer, et au vu des cibles qu'ont été les véhicules de police dans la banlieue parisienne, nous avons pris quelques mesures de précaution. Les effectifs qui étaient en service étaient bien en service et donc sur le terrain, et les véhicules qui n'étaient pas aux besoins du service étaient remisés dans un endroit plus à l'abri. Je vous laisse deviner à quel endroit, ça ne doit pas être trop compliqué. Mais évidemment que nos effectifs non seulement étaient à la normale, mais même étaient-ils un peu plus élevés que la normale, avec des consignes de la police nationale que nous avons strictement suivies en la matière. Très bien, ok, merci. Pas d'autres questions? Je vous remercie. On enchaîne du coup avec le compte-rendu des décisions du maire. Vous les avez, il y en a peu, je crois qu'il y en a 3. Est-ce qu'il y en a qui soulèvent des remarques ou des questions? Il n'y en a pas. Alors on enchaîne sur l'ordre du jour proprement dit, avec le point 1, qui est un point récurrent. Nous ne l'avions pas passé l'année dernière. C'est les admissions en non-valeur et des créances déteintes. Nous ne l'avions pas passé l'année dernière parce que nous étions à ce moment-là dans un changement de comptabilité publique et que le comptable public n'était pas en capacité de nous préparer cette délibération puisque c'est de son ressort. Du coup, nous passons cette année 2 exercices d'admission en non-valeur. C'est pour ça que vous avez 2 lignes pour un total général de 45 590, respectivement 21 640 et 23 949, tout à fait, on va dire, conforme à ce que nous passons comme admission en non-valeur chaque année. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Monsieur Sanchez? Oui, pour savoir quelle était la nature de ces créances. C'est comme d'habitude, c'est extrêmement varié. C'est des loyers qui ne peuvent plus être recouverts parce que les entreprises locataires ont fait faillite. Là, c'est le cas de quelques cas. C'est des créances de cantine, de restauration ou d'activités municipales, quelles qu'elles soient, qui ne sont pas recouvrables. Voilà, ce type de choses. C'est beaucoup de lignes pour des petits montants. Rien que de très banal, en fait. Pas d'autres questions? On passe au vote. Et le vote est ouvert. Ok, 32 pour, 4 contre, pour ceux qui ne verraient pas de là où ils sont. On passe au point 2 sur les tarifs publics. En l'occurrence, cette délibération est relativement sommaire. Elle consiste principalement à une évolution de l'offre de l'école municipale d'art plastique et donc la nécessité de fermer certains tarifs et d'en créer de nouveaux et d'en revaloriser certains et de revaloriser également les tarifs du cinéma pour l'usage des écoles et des collèges. Est-ce qu'il y a des questions et des lycées? Est-ce qu'il y a des questions, des observations sur cette délibération numéro 2? Il n'y en a pas, on passe au vote. Alors, attendez, c'est pas ouvert encore. Et le vote est ouvert. C'est bon? « 34 pour, 2 contre. Le point 3 concerne la décision modificative et je vais laisser le soin à M. Amar de la présenter en synthèse. Deux secondes, il faut clôturer le vote.
La parole à Monsieur Amar, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le maire. Donc, décision délibérative qui a vocation à intégrer deux éléments essentiels dans notre budget. Le premier concerne, vous le savez, la revalorisation de 1% du point d'indice des fonctionnaires pour un montant de 400 000 euros sur les 6 mois à venir. Et en ce qui concerne les recettes, c'est de justement corriger un petit peu les recettes fiscales, puisque nous avons eu les notifications de la DGFiP, donc corriger un petit peu tout ça. Si on rentre un peu dans le détail, sachant que cette délibération, c'est essentiellement du fonctionnement, hein, on verra que l'investissement, c'est très à la marge, et puis surtout l'investissement, c'est plutôt à la rentrée qu'on travaille sur l'investissement compte tenu de l'avancée des différentes opérations et programmes. Donc, si on rentre un petit peu dans le détail, comme je vous le disais, sur le chapitre 12, avec la masse salariale plus 400 000 euros, 1,5% du point d'indice de revalorisation d'indice des fonctionnaires sur 6 mois. Ensuite, sur le chapitre 11, les charges à caractère général, donc on est à moins 146 000 euros, qui correspondent à la différence entre les augmentations de dépenses de fonctionnement des services, compte tenu aussi un peu de l'inflation, et le fait d'aller piocher un petit peu dans nos réserves pour pouvoir compenser et équilibrer cette partie de la décision modificative. Sur le chapitre 14, nous récupérons 50 000 euros que nous ne restituons pas à la DGF. C'est la première fois, je ne sais pas pourquoi on ne la restitue pas cette année, on est autorisé. Et puis sur le chapitre 65 et 67, charges spécifiques, on est à moins de 276 000, c'est là aussi de la réserve que l'on récupère pour pouvoir équilibrer l'ADM. Voilà pour ce qui est des dépenses. Pour ce qui est des recettes, donc je vous disais essentiellement corriger les recettes fiscales qui avaient été un petit peu surévaluées au BP. Et donc ça nous donne, si j'arrive à allumer ma tablette, voilà, excusez-moi, hop, voilà, on y est. Donc au niveau de ces recettes, les produits des services publics, liés notamment à la programmation culturelle pour 25 000 euros. On attend un remboursement d'assurance de 9 300 euros suite au vol des instruments de musique. Et puis le chapitre 731 sur la fiscalité locale, puisque je vous disais, il convient de reventiler les recettes fiscales et des dotations suite à la notification des états fiscaux. Ce qui nous donne donc bien une EDM à moins 36 946 en dépenses et à moins 36 948 en recettes. Donc une EDM équilibrée. En ce qui concerne l'investissement, il s'agit de quelques ajustements en termes d'investissement. Il s'agit bien sûr de renouveler les instruments de musique qui avaient été volés à Gauguin et quelques achats également de licences, notamment pour l'informatique, qu'on équilibre avec des provisions de 36 000 euros de l'autre côté. Voilà, ça nous donne donc cette décision modificative à 36 000 euros aussi pour l'investissement. Des questions, des observations? Il n'y en a pas. On passe au vote. Le vote est ouvert. « 30 pour, 4 contre, 2 abstentions. » Je vous remercie. Point 4, comité des œuvres sociales, solde de la subvention 2023. Je pense que ça n'appelle pas d'observation particulière. Si? Allez-y, monsieur Alliot. C'est juste une petite précision. Il y a marqué que la somme s'élève à 310 000 euros, déduction faite de la somme correspondant au coût salarial des agents municipaux.
Et sous le paragraphe au-dessous, on dit que 85 000 et des poussières, que vous allez retenir la somme de 85 541 euros. Il y a pas un problème de Ouais, il y a un problème formulation. de formulation, vous avez raison. En fait, c'est pas de déduction, en fait, c'est à déduire. C'est 310 000 euros dont il faudra déduire les 85 000 euros. Pas de sujet, si c'est... C'est ça, c'est ce qu'il faut lire. Ok. Et je suis à peu près certain que la délibération est rédigée en ce sens. Mais j'en suis pas... Ok. Donc on reprendra la formulation, puisque comme c'est quelque chose qui est récurrent, on sera vigilant à reprendre la formulation pour un prochain conseil. Entendu. D'autres remarques, observations? On passe au vote. Ah, juste, on intègre Madame Cuillère dans le corps des votants. Tu fais comme ça. Ah. Oui. Et le vote est ouvert. Unanimité, je vous remercie. Le point 5 concerne nos personnels vacataires sur état horaire, dont il convient de revaloriser l'indice. Vous savez que cet indice est calibré. Oui, est calibré par rapport au SMIG, et que le SMIG ayant augmenté, il convient que nous l'augmentions. Jusqu'à maintenant, il était resté supérieur au SMIG, et donc là, il y a un petit rattrapage à faire, et on vous propose de passer du taux horaire de 11,43 à 11,94 en termes de taux minimal. Des questions, des observations? On passe au vote. Unanimité, je vous remercie. Le point 6, c'est notre tableau habituel de création, transformation, suppression de postes. Il y a beaucoup de suppressions d'ailleurs dans ce tableau. Vous savez qu'elles ne sont pas systématiquement au même conseil. J'attire votre attention au passage sur la création d'un poste de directeur de cabinet contractuel. Nous accueillerons effectivement Monsieur Graal au 1er septembre prochain, qui viendra remplacer Frédéric Paris, parti pour d'autres aventures, au 1er mai dernier. Des questions, des observations sur cette délibération numéro 6? Monsieur Alliot. Donc, deux questions. La première, c'est sur la création de poste chef de projet CTG. Oui. Donc, CTG, je vois pas bien ce que ça veut dire. Très bien. Je vois qu'il s'agit là d'une embauche d'agent contractuel. Alors, est-ce que c'est un agent contractuel qui est embauché, ou est-ce que c'est une mise, un détachement? Parce que je vois qu'on est sur un indice brut et non pas sur un indice majoré. Donc, on a un indice de fonctionnaire sur un poste de contractuel. Donc, c'est pour ça que je me permets de poser la question. On est sur une embauche indice 673 qui tourne à peu près à 4 000 euros brut non chargés. Donc, est-ce qu'on aurait pu avoir des éclaircissements sur la nature de ce projet à conduire? Est-ce que c'est administratif? Est-ce que c'est technique? Je pense que c'est administratif. Mais à avoir un petit visuel là-dessus. Ensuite, mon attention a été attirée par l'embauche sur le directeur attaché principal à 21h hebdo. Et ZATSEM
Je vois que selon des prescriptions qui font que ces personnes peuvent être recrutées si elles ont 6 ans d'ancienneté dans la mairie et si le recrutement n'a pas pu être fait en interne. C'est la nature de l'article que vous utilisez. Donc, comment se fait-il que pour ces postes d'ATSEM et compagnie, on n'ait pas pu procéder à un recrutement interne? Bon, peut-être que tous les postes étaient pris, ok, mais on n'en a pas justifié. Est-ce que vis-à-vis du directeur recruté, il n'y avait pas possibilité, dans le cadre de la gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences, de faire progresser quelqu'un? Parce que là, encore une fois, on ne voit pas trop où c'est. Nous apporter des précisions sur ce sujet. Ok, très bien. Sur le premier point, la convention territoriale globale est un dispositif de la caisse d'allocation familiale, dispositif supracommunal où nous sommes associés à Berlétan par la caisse d'allocation familiale. Et la ville de Berre et la ville de Vitrolles ont travaillé ensemble pour élaborer un projet partagé relatif à tout ce qui touche le partenariat avec la caisse d'allocation familiale et en particulier tout le volet enfance, jeunesse, famille que la CAF subventionne auprès de nos communes. La demande de la caisse d'allocation familiale d'avancer sur... En fait, la CTG vient remplacer les différents dispositifs sur lesquels nous étions précédemment, le contrat temps libre, enfance-jeunesse, ça s'appelait comme ça, qui a suivi le contrat temps libre, les dispositifs de prestation de services obligatoires qui concernent les centres de loisirs, la relation de la ville avec tout le secteur de la petite enfance et les financements que la CAF nous octroie pour les crèches en tout genre, et également les dispositifs que la CAF verse sur le territoire, mais pour des tiers qui sont nos partenaires. Associations, par exemple, le centre de loisirs de l'AVES fait partie de la Convention territoriale globale. Donc ça, c'est un dispositif auquel nous ne pouvons pas échapper. Le financement de la CAF est précieux, est indispensable. La CAF nous demande d'avoir un poste de coordination et qui soit, c'est une exigence de la CAF, calibré sur la durée de cette convention qui est de 3 ans, mais elle est par tranche d'1 an. Mais elle nous demande du coup obligatoirement d'avoir recours à un personnel dédié, donc un contractuel. Donc un contractuel qu'on recrute sous la logique de mission. Ce contractuel est un contractuel du secteur administratif, éducatif, et forcément un cadre équivalent à la catégorie A, qui a des capacités de management de réseau et de management de projet, plus encore que de management de personnel. Voilà pourquoi nous créons ce poste dans cette forme-là, qui est une forme qu'on n'a pas beaucoup l'habitude d'utiliser. Voilà. Ça, c'est sur la Convention territoriale globale. Personne qui sera amené à intervenir à la fois sur Vitrolles, mais également sur Berre. Berre participe au recrutement. C'est nous qui portons le recrutement, donc c'est nous qui portons le poste. Mais la ville de Berre et beaucoup la CAF couvrent une partie significative, près de 80% du salaire de la personne que nous recrutons. Voilà pour la CTG. Sur la deuxième question, le directeur 21 heures, en fait, il s'agit c'est un agent qui est déjà dans nos services, mais que nous devons glisser sur un poste à temps non complet, parce que l'autre partie du temps est assurée au sein du Centre communal d'action sociale. Je vous rappelle qu'on a fait le choix, maintenant, il y a quelques années, d'avoir une gestion semi-intégrée du Centre communal d'action sociale. Le CCAS reste un établissement public indépendant, mais il est branché à la collectivité à travers la direction de la solidarité. Et le directeur de la solidarité, comme c'était le cas de la directrice qui l'a précédée, assure la plus importante partie de son temps au sein de la collectivité
et assure un service complémentaire pour le centre communal d'action sociale. Donc, c'est la raison pour laquelle on a un directeur à temps non complet dans nos effectifs, le reliquat de temps étant au sein du CCAS. La dernière question sur les ATSEM. En fait, la logique de mobilité interne sur les ATSEM est une logique systématique, mais qui ne trouve que extrêmement rarement des personnels qualifiés, avec les qualifications nécessaires et volontaires. Et malheureusement, ça nous amène très souvent, par contre il y a beaucoup d'agents qui arrivaient à un niveau d'expérience ou de fatigue sur ce type de poste relativement exposé et usant, qui évoluent vers d'autres missions, et nous avons besoin de reconstituer l'effectif d'ATSEM pour tenir notre effectif cible, qui est de garantir une ATSEM par classe, ce qui est, au vu des absentéismes, pas toujours le cas au tenté, mais en termes de poste, c'est le cas. Et donc, nous avons recours à des recrutements externes dans les conditions que vous avez mentionnées. Alors, sur le P, quand on embauche selon l'article 332.8-2, il faut qu'il y ait une ancienneté entre 3 et 6 ans dans le service. Sinon, c'est pas le bon canal d'embauche. Très bien, écoutez, on transmettra votre remarque à la direction des ressources humaines et si jamais il y avait une erreur, on saurait la corriger. Merci de votre sagacité. D'autres remarques? On passe au vote. Monsieur Borelli? 31 pour, 4 contre, 2 abstentions. Je vous remercie. Point 7. Modalité de rémunération des assistantes maternelles. Je ne sais pas si c'est Madame Desclous, Monsieur De Souza, ou si vous voulez que je le fasse. Je le fais? Bien, nos assistantes maternelles à domicile municipal, la règle jusqu'alors était qu'elles aient toutes 2 agréments plus un agrément de secours. Donc elles étaient toutes titulaires de 3 agréments, mais elles avaient 2 enfants et l'agrément supplémentaire était un agrément de secours. L'évolution du service, de la demande et de notre organisation a permis de travailler sur une logique un petit peu différente et de finalement avoir quasiment systématiquement la mobilisation de ce 3e agrément. Et donc on vous propose de modifier la règle de base, qui est non plus de partir d'une règle de base à 2 agréments, mais de partir d'une règle de base à 3 agréments. Voilà ce que cette délibération dit, pour faire simple. Est-ce que ça soulève des questions? Il n'y en a pas? On passe au vote. Monsieur De Souza, mais il prépare le point suivant. Unanimité, je vous remercie. On passe au point, j'ai plus le numéro, mais ça peut être 8. Plan de déplacement de l'administration. Alors, peut-être que je laisse le soin... alors, peut-être l'origine de la délibération, je vous la présente, et puis après, je laisserai le soin à M. De Souza d'en dire quelques mots. En fait, nous faisons accompagner par la métropole, compétente en matière de mobilité, pour organiser notre plan de déplacement de l'administration et améliorer notre performance en matière de déplacement des salariés de la ville, des salariés de la collectivité, afin que à la fois on va dire leur impact carbone, mais également la saturation des réseaux, la saturation des stationnements puisse être améliorée. Et ça demande à la fois des travaux de diagnostic, d'analyse, de comprendre comment se déplacent nos agents et de proposer des solutions alternatives. Mais du coup, j'ai tout dit. La métropole qui nous accompagne et qui paye
des éléments de cette démarche, nous demande expressément de délibérer le lancement d'un plan de déplacement de l'administration, et c'est la raison pour laquelle nous proposons cette délibération. Est-ce qu'il y a des questions, des observations sur ce sujet? Et là, s'il y en a, je laisserai le soin à d'autres de répondre. Il n'y en a pas? Vous voyez mes élus soulagés. On passe au vote. Je vous remercie. Le point 9, c'est une TTMO, donc un transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage avec le département. Ça concerne des travaux qui vont avoir lieu autour de l'échange du rond-point Gazarian et de la bretelle d'accès au rond-point Gazarian depuis la départementale 113. C'est en continuité avec la TTMO qu'on a passée au dernier conseil qui visait les caméras de vidéosurveillance. Et donc, en l'occurrence, c'est une répartition de la maîtrise d'ouvrage entre la métropole, la ville et le département. Des questions? On passe au vote. Monsieur Ferral, s'il vous plaît. Merci. Unanimité. Le point 10, c'est une toute petite subvention, mais qui permettait à l'association sportive du collège Henri Bosco de se rendre au final national UNSS Basket à Saint-Quentin en Yvelines pour 500 €. J'imagine qu'il n'y a pas de sujet, mais il faut passer par une délib. On passe au vote. Unanimité. Je vous l'aurais dit si ça avait été le cas, mais ils n'ont pas gagné la finale nationale basket UNSS. Non, j'ai préféré le dire après, des fois que ça change notre vote. Parce qu'ils ont payé les billets de train aux élèves. Point 11. Le pli, chaque année nous passons cette délibération qui est une demande de subvention à la métropole dans le cadre du pli. Pour 15 000 €, le pli, c'est le plan local pour l'insertion et l'emploi. Des questions pour Mme Raffia? Il n'y en a pas. On passe au vote. Unanimité. Je vous remercie. Le point 12, c'est un avenant au bail à construction, commune de Vitrolles, Dalkia France. Alors ça nécessite un tout petit peu d'explication. Tu veux que je le fasse ou tu le fais? Alors, Dalkia a construit je vais y arriver, a construit la chaufferie du réseau de chaleur urbain qui est situé à proximité de l'école Plan de la Cour. Elle l'a construit dans le cadre d'un bail à construction qui arrive à échéance. Ce bail à construction se termine là prochainement, le 31 août 2023. Parallèlement, Dalkia est aussi exploitant du dit réseau de chaleur pour le compte d'une ASL dont la ville est membre et donc dont la ville est maintenant présidente. Et cette délégation se poursuit jusqu'au 31 août 2024. Et donc, afin de mettre un peu d'ordre entre la chaufferie qui est indispensable au réseau de chaleur et le réseau de chaleur, on vous propose de proroger d'1 an le bail de Dalkia sur la chaufferie afin que le bail de la chaufferie et le contrat d'exploitation du réseau de chaleur arrivent à terme à la même date et que l'ASL puisse à ce moment-là trancher sur l'ensemble de la gestion de son réseau de chaleur. Il ne manquerait plus que Dalkia ne soit plus titré sur la chaufferie, mais continue à être titré sur le réseau de chaleur, ce qui rendrait les choses assez complexes, vous en conviendrez. Voilà le sens de cette délibération. Des questions, des observations?
Il n'y en a pas. On passe au vote. Unanimité, je vous remercie. Le point 13, il s'agit d'attribution de subventions pour la prévention de la délinquance. Vous en avez la liste et le détail dans le rapport de présentation. Est-ce que ça soulève des questions? Monsieur Sanchez. Oui, monsieur le maire, chers confrères du conseil municipal. Alors, je prends la parole aujourd'hui pour soulever une préoccupation importante de notre groupe. En effet, il semblerait qu'il y ait une possible prise illégale d'intérêt entre notre maire et une association locale que vous subventionnez régulièrement, Vatos Locos, qui est spécialisée dans réalisation audiovisuelle. Alors, il est notre devoir de garantir la transparence et l'intégrité de nos délibérations. Selon les informations dont nous disposons de la Commission nationale des comptes de campagne, Vatos Locos a été un prestataire de services pour le maire lors de sa campagne électorale de 2020. Et peut-être que ça concerne aussi tous ceux qui étaient sur la liste. En effet, Vatos Locos a été prestataire de services pour la liste de M. Gachon en fournissant des vidéos de campagne facturées. D'ailleurs, le tarif de plus ou moins 890 € pour une vingtaine de vidéos nous intéresse fortement. Toutefois, cela soulève une préoccupation sérieuse quant à l'existence d'un conflit d'intérêts potentiel. En tant que maire en exercice, il est impératif pour lui de déclarer tout conflit d'intérêts qui pourrait influencer sa prise de décision lors de nos délibérations. Le non-respect de cette obligation de déclaration peut être considéré comme irrégulier et pourrait compromettre la validité de toute délibération dans laquelle le maire est impliqué et qui concerne directement ou indirectement Vatos Locos. En tant que représentants élus de la commune, nous avons la responsabilité de préserver l'éthique et l'impartialité dans notre travail en évitant tout favoritisme ou préjudice potentiel. Donc j'attends une explication sur ces faits, d'autant plus que ce n'est pas la première fois que des subventions pour cette association ont été votées par notre maire et sa majorité, dans les circonstances que je viens de décrire. Les procédures de passation de marché ou d'attribution de contrat doivent être menées de manière limpide. Je rappelle qu'au dernier conseil municipal, il y a des élus qui ont déclaré ne jamais avoir été convoqués au CAO ni au DSP. Et sauf erreur de ma part, ces élus n'ont toujours pas eu la preuve de leur convocation. Sachant qu'une plainte a été portée par M. Bruno Morosini, ancien candidat au municipal, auprès du procureur de la République d'Aix-en-Provence, ainsi qu'un signalement auprès de la Commission nationale des comptes de campagne, je voudrais donc savoir s'il existe un conflit d'intérêt entre la majorité ou le maire et cette association, Vatos Locos. Merci d'avance pour votre réponse. Non, il n'y a pas de problème. Monsieur Sanchez, est-ce que vous pourriez préciser à l'Assemblée ce qui est un conflit d'intérêt et ce qui est une prise illégale d'intérêt? C'est très simple, vous avez utilisé les services d'une association que vous subventionnez régulièrement. Je crois que vous ne savez pas ce que c'est en fait, et que vous utilisez des mots parce qu'ils sonnent bien à vos oreilles et que vous... Expliquez-nous alors. Peut-être que je me trompe, il n'y a pas de souci, expliquez-nous. Alors, soit vous continuez votre propos, soit je vous donne une réponse, mais on ne parlera pas en même temps. Je crois que vous utilisez des mots dont vous ne maîtrisez pas tout à fait le sens, et que vous les utilisez parce qu'ils sont ronflants et qu'ils donnent un peu une impression... voilà, ils mettent en cause, alors pas directement, rien n'est vraiment reprochable à votre intervention. Hein. Mais par contre, ils font courir une petite musique qu'il vous plaît d'entretenir savamment. Alors, d'abord sur la petite musique, et puis après sur le fond. Monsieur Sanchez, on est à votre disposition pour évoquer tout élément politique, d'orientation des politiques de notre ville, pour pouvoir débattre avec vous de ce que vous voulez. Mais vous ne débattez jamais, vous ne proposez jamais. Vous n'envisagez la réalité de Vitrolles qu'à travers des toutes petites choses, parce qu'elles seraient susceptibles de faire polémique. Et en fait, vous essayez de masquer la vacuité de vos propositions pour Vitrolles, en essayant d'entretenir ce petit bruit, et en vous disant que peut-être, ce que vous ne pourrez pas gagner politiquement en arrivant à convaincre les gens, en leur proposant une alternative pour Vitrolles, en leur proposant un projet pour notre ville,
vous le gagnerez peut-être sur tapis vert en nous discréditant sur l'aspect de la probité. Je crois que c'est là votre intention. Et je crois qu'elle est vaine. Mais ça, l'avenir nous le dira. En tout cas, pour être précis, le conflit d'intérêts, ça veut dire qu'on est des deux côtés. Qu'on a un intérêt à agir du côté de la ville et qu'on aurait un intérêt à agir du côté de la structure qu'on subventionne. Oui. Or, en l'état, dans le cas d'espèce, aucun de nous, autour de la table, n'a d'intérêt lié avec l'association Vatos Locos Vidéo. Et le fait que nous ayons acheté, dans le cadre de la campagne électorale, des prestations de services à cette dite association, sur un budget qui est transparent puisqu'il est communiqué à la commission de contrôle des comptes de campagne et que vous y avez eu accès tout naturellement puisque c'est une information publique, ne constitue pas ce tarif est d'ailleurs assez comparable à ce qu'une association para-amateur est susceptible de fournir dans n'importe quelle commune où une telle association existerait. Nous ne sommes pas tenus dans le cadre, et vous le savez pertinemment pour avoir mené une campagne, dans le cadre de la campagne électorale, nous ne sommes pas tenus à la mise en concurrence qui en revanche est obligatoire pour la gestion des deniers publics. Tout simplement parce que les deniers de la campagne ne sont pas considérés comme des deniers strictement publics, ils sont remboursés a posteriori selon des règles qui sont fixées par l'État et ils sont rarement totalement remboursés, vous le savez aussi pertinemment, puisque certaines dépenses peuvent être, et la Commission fait son travail, peuvent être retoquées, peuvent être réduites en fonction de la décision de la Commission, de les imputer à la campagne ou non. Donc, vous êtes en train de faire d'abord croire qu'on aurait dû, dans la campagne, mettre en concurrence qui que ce soit. C'est faux, vous le savez pertinemment. Dans le cadre d'une campagne, on choisit librement ses prestataires. Et on y met le budget que l'on souhaite, vous le savez pertinemment. Vous dites le contraire, Monsieur Sanchez? Par rapport à cette dernière phrase. Pas une association qui est subventionnée. Monsieur Sanchez, Désolé. par rapport à cette dernière phrase, est-ce que vous avez un désaccord? Ah bah oui. Vous avez un désaccord, formulez-le. Vous pouvez pas utiliser une association que vous subventionnez. Si, parfaitement. Eh non. C'est pas du tout la même personne. Eh non. Vous vous trompez. Il y a une plainte Vous vous trompez pertinemment. L'association est libre, elle, d'accepter ou de refuser. Et d'ailleurs, Les faits je sont là. vais vous en dire une autre bonne. C'est que c'est pas la seule, Désolé. figurez-vous. Parce que si vous aviez purgé un peu plus notre compte de campagne, vous auriez trouvé aussi l'association Aves, pour laquelle nous avons loué à plusieurs reprises la salle du Bartas. Et c'est une association que nous subventionnions bien plus largement que Vatos Locos Vidéo. Donc, et ça existe dans plein de communes. Plein de communes. Donc, vous êtes en train de dénaturer ce qui relève du conflit d'intérêts ou de la prise illégale d'intérêts. Nous n'avons, aucun de nous, en tout cas dans la majorité, n'avons de parti lié, n'avons d'intérêt quelconque au sein de l'association Vatos Locos Vidéo et aucun de nos proches directs. Donc la situation de conflit d'intérêts que vous évoquez ou de prise illégale d'intérêts est totalement écartée. Très bien. Vous avez remarqué que j'ai parlé au conditionnel. Donc, Ben, très bien, donc je vous avez donné les permets ainsi explications. de lever le conditionnel. Voilà. Mais calomnier, vous savez, il en reste toujours quelque chose. Moi, je En pose tout des cas, questions. vous avez cité des sources qui ont un fâcheux usage, je ne sais pas si fâcheux est le bon terme, de la calomnie. On passe au vote. Madame Amou, s'il vous plaît. « 34 pour, 3 abstentions. Point 14, me semble-t-il. Attribution de places de spectacle aux bacheliers pour la session 2023. On vous propose de reconduire le dispositif que nous avions mis en place l'année dernière en leur offrant une soirée lors du festival Jardin Sonore.
Des questions, des observations? On passe au vote. À l'unanimité, je vous remercie. Le point 15, c'est un marronnier, puisque chaque année, nous devons délibérer sur la liste des personnels de l'éducation nationale pouvant bénéficier des rémunérations accessoires liées à la surveillance de cantine ou aux études. Et donc, c'est la première liste. Nous la compléterons en septembre avec les nouveaux enseignants arrivés sur la commune en prise de poste en septembre. Pourquoi on en passe 2 avant que la question ne se pose? Je vous rappelle que les délais administratifs et la date de notre prochain conseil qui sera au mois d'octobre ne permet pas de payer les enseignants nouvellement arrivés avant la paye de novembre. Donc ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas faire des cantines, c'est qu'on ne peut pas les payer avant la paye de novembre. Et donc on passe cette délibération pour payer tous ceux qui sont déjà là normalement en septembre et en octobre. Et ceux qui arrivent devront attendre novembre pour avoir leur paye. Pas de questions? Si, Monsieur Alliot. Alors, de mémoire, cette rémunération-là, elle porte sur à peu près 300 000 à 400 000 euros, c'est ça, par an. C'est ce qui me semblait avoir retrouvé dans un ancien... Il me semble que en tout cas, l'ordre de grandeur doit être à peu près juste, oui. Bon. Ma question aujourd'hui, parce que j'ai été saisi sur le sujet, dans les écoles, on a des APSEM qui sont payés par la ville pour le temps de cantine. Oui. Les garderies et le périscolaire, on a des vacataires dessus payés par la mairie. Sur les activités périscolaires, il en est de même. Et quand on est venu me voir sur ce sujet-là, je me suis aperçu qu'à certains enseignants, on payait de l'ordre de 8 heures administratives sur 8 jours de travail en 2 semaines, et sur la même période, 14 heures supplémentaires d'études surveillées. Donc, quand on part du principe que tout le monde revendique un allègement de la charge des professeurs, 22 heures supplémentaires en plus pour un agent effectif, je trouve que ça fait beaucoup. Donc, moi j'ai des questions sur ce sujet. J'aurais voulu avoir un état de l'activité. Qu'est-ce qui est fait pendant ces heures? Est-ce qu'on peut avoir un bilan, des explications sur ce que ça coûte réellement mairie? Éventuellement, un peu plus tard, un comparatif sur les 5 dernières années pour savoir si ces prestations elles sont en hausse ou en baisse d'une année sur l'autre. Comment sont contrôlées l'effectivité des déclarations qui sont faites? Parce qu'il y a une fiche de paye, il y a un dossier qui est rempli, et il y a une fiche d'effectivité ou quelque chose comme ça sur lesquelles Et je suis surpris que de voir dans une école où il y a du personnel communal permanent et vacataire, on puisse injecter sur 22 heures supplémentaires en 8 jours. Ok. Alors, vous faites référence donc aux rémunérations accessoires. Le chiffre que vous évoquez est plus faible que cela, mais il faudrait qu'on le consolide. A priori, on est plutôt aux alentours de 200 000 euros sur nos derniers budgets, et c'est un chiffre qui a plutôt régressé au cours des dernières années. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Là-dedans, nous avons 2 types de rémunérations. Des rémunérations qui relèvent de l'encadrement effectif d'élèves sur les heures de la pause méridienne et sur les heures de la pause cartable. Ce ne sont que les enseignants volontaires qui le font, et pour être très précis, la présence des enseignants sur ces temps-là est un vrai plus, à la fois sur la continuité de la prise en charge des enfants entre le temps d'école et le temps de pause méridienne, et sur l'autorité que les enseignants ont, qui est plus naturellement, merci, que les animateurs vacataires qui parfois interviennent peu de temps et sont moins connus des élèves. Donc,
Là-dessus, les heures enseignants, elles servent à ça, et c'est ce que nous rémunérons à travers cette rémunération accessoire. Ensuite s'ajoute à cela, pour les directeurs d'école et pour les directeurs d'école seulement, des heures qui sont liées aux charges administratives de l'établissement que leur demande la ville. C'est-à-dire qu'on est dans une ville où le rapport aux écoles est un rapport exigeant de part et d'autre, mais qui implique que les remontées, un certain nombre de remontées d'informations de terrain, de suivi de commandes, de suivi de petits travaux et de ce type de choses, qu'on puisse avoir un interlocuteur qui est le directeur d'école. Ça nous permet accessoirement, cette rémunération accessoire, de stabiliser nos effectifs de directeurs d'école et d'avoir des interlocuteurs qui restent à Vitrolles, même dans nos écoles plus compliquées, longtemps, et qui garantissent ainsi le suivi pédagogique, la continuité de l'action éducative sur les années et sur des cohortes entières d'élèves. Dans les recherches d'économie, dans notre budget de masse salariale, cette piste-là a été mise sur la table et nous avons souhaité l'écarter. Et nous avons souhaité conserver cette relation avec les enseignants du territoire qui leur permet, au-delà de leurs stricts horaires, on aurait pu les exclure et de la pause méridienne et de ces heures administratives, on va dire comme ça. On aurait pu les exclure, on peut faire le choix de les exclure. On a souhaité garder ces dispositifs parce qu'ils sont garants de la continuité pédagogique entre les différents temps de l'enfant et de la qualité de la relation de la ville avec les équipes pédagogiques des écoles et le corps enseignant. Et c'est la raison pour laquelle nous l'avons maintenu. Après, ce que vous évoquez n'existe pas en fait. Théoriquement, c'est possible de cumuler les heures, toutes les heures administratives, plus des heures de cantine toutes les semaines, etc. Ça a existé. Je le concède, il y a quelques années. C'est quelque chose qui, dans les faits, aujourd'hui, je le vérifierai précisément, mais il me semble, je vais le dire comme ça, que ça n'existe plus. Et j'ai le tableau, hein. Je maintiens ce que je dis au demeurant. Je veux bien voir votre tableau ou le cas que vous évoquez. Je vous le fais passer. Je vous remercie. On passe au vote. Je vous remercie. Unanimité. On passe au point, je me suis perdu, 16. C'est un avenant pour l'organisation du Charlie Jazz Festival qui est assez classique juste avant le festival pour finaliser le partenariat. Je vous rappelle que ce festival aura lieu demain, à partir de demain et ce week-end, 7, 8, 9 juillet. Des questions, des observations? On passe au vote. Unanimité. Je vous remercie. Le point 17, c'est une convention de partenariat avec le réseau Traverse et une adhésion au fonds de coproduction mutualisée pour l'année 2023. Bon, tout est dit dans le rapport de présentation. Si vous avez des questions pour Mme Nersessian, il n'y en a pas. On passe au vote. Le vote est ouvert. Monsieur Mongeau. À unanimité, merci beaucoup. Le point 18, c'est une convention avec l'IME Les Fauvettes pour le prêt de la base nautique afin de pratiquer l'activité kayak avec les enfants de cet établissement pour l'année 2023-2024. Des questions? On passe au vote. Unanimité, je vous remercie, je n'en doutais pas. Le point 19 concerne une attribution
d'une participation financière au projet sportif de Madame Maïlis Carm qui souhaite participer au Half Marathon des Sables au Maroc. Et on vous propose de consentir 500 € pour accompagner et encourager son exploit sportif. Des questions? On passe au vote. Monsieur Ferral, s'il vous plaît. Unanimité, je vous remercie. Enfin, le point 20, c'est un avenant à notre contrat de concession de services publics relatif à la restauration collective qui vise principalement, même exclusivement, à modifier les lieux de livraison, puisque je vous rappelle qu'à la rentrée, nous livrerons à l'école Anne-Sylvestre et non plus à l'école des Vignettes, et qu'à la même rentrée, nous livrerons le restaurant de Prairial et plus le restaurant de Gauguin, et que du coup, il convient de remettre à jour notre contrat de concession. Des questions, des observations? Passe au vote. Ah, pardon, madame ça. En fait, j'en profite pour rebondir sur un petit point, puisque suite à la fermeture de Gauguin et des Vignettes et à l'intégration donc du nouveau groupe scolaire de la Petite Mer, qui a été récemment inauguré, on s'interroge quand même sur l'organisation déjà vacillante du système de facturation. En effet, nous avons à plusieurs reprises été interpellés par des vitroliers qui sont somme toute assez mécontents, nous faisant part de problèmes de régularité dans les facturations. C'est-à-dire qu'il y a des mois où ils reçoivent aucune facture et puis 3 mois après, ils reçoivent tout plein de factures. Donc ça leur pose beaucoup de problèmes au niveau de la gestion de leur budget. Différentes contestations donc, qui nous permettent de vous demander quelques explications quant à ces dysfonctionnements dont vous avez certainement eu vent, je pense. Et qu'envisagez-vous de mettre en place pour y remédier afin que cette situation ne perdure pas à la rentrée de 2023? Madame Cuillère. Merci, monsieur le maire. Oui, effectivement, sur l'année, alors pas en début d'année scolaire et dernière, on a eu quelques difficultés de facturation dues à un changement de logiciel et une bascule qui devait se faire. Ce qui s'est régularisé là actuellement, hein, parce que alors ils ont toujours la facture du mois précédent, hein, c'est pas oui, voilà, mais c'est terminé ça, puisque tout est rentré à nouveau dans l'ordre. Donc peut-être que ces remontées, elles datent un peu, je sais pas. C'était un véritable problème oui, sur l'année scolaire précédente et en tout début d'année scolaire. Nous n'avons à ce stade pas de remontée de cette nature récente. Donc, si vous en avez, on est preneur pour aller voir de quoi il retourne et quel est le sujet. D'accord, ok. Monsieur Alliot. Oui, je reviens pas sur les problèmes de facturation, mais il y a quand même quelque chose qui m'a heurté dans la gestion de Garrigue. Moi, il y a 3 ans que j'ai inscrit plus mon enfant à la cantine scolaire de Vitrolles, mais je reçois toujours des lettres de relance. Et je me demande comment il est possible que les données des vitrolets soient stockées aussi longtemps par des prestataires de services extérieurs. C'est-à-dire que ça fait 3 ans que je suis plus lié contractuellement avec les établissements Garrigue. Ils ont toujours... Ça fait 3 ans, vous n'avez jamais été lié aux établissements Garrigue. 2 ans, alors 2 ans, avant 2 ans. La première année de Garrigue, ils ont repris mon dossier de l'ancien prestataire de service, et ensuite j'ai continué à avoir une formation. Alors j'ai saisi la régie Garrigue, je leur ai dit mais comment ça se fait que contractuellement vous dites on conserve 1 an les données, mais qu'au bout de plusieurs années mes données soient toujours conservées. Alors ils m'ont dit, il faut faire un mail à Madame Lanzaron du service juridique de la mairie de Vitrolles, parce que nous, on n'a pas le droit de vous répondre. Alors c'est écrit. Je suis très surpris que Garrigue vous réponde ça. Mais... Et non, j'ai le mail. Et donc, je voulais savoir si c'était normal que les données, et notamment les données bancaires, soient conservées aussi longtemps par un prestataire de service qui n'est pas la mairie, en fait. Alors,
Juste une remarque, Monsieur Alliott, c'est que Garrigue a commencé à travailler avec la ville comme délégataire au 1er septembre 2021, 21-22, c'est ça, 2021. Donc sur l'année scolaire, non pas celle qui se termine, mais juste sur l'année scolaire d'avant. Donc en fait, comme on fonctionne par année scolaire, si vous avez été... comment dire, si Garrigue vous a attribué des factures, elles n'ont pas 3 ans. Elles ont forcément moins de 2 ans. Je reformule. Puisque- Ça fait 3 ans que mon enfant ne mange plus à la cantine et cette année, j'ai reçu des factures. Ok. Voilà. Je redis ce que j'étais en train de dire. Garrigue, ça ne fait que 2 exercices, 2 années scolaires qu'il est notre délégataire. Donc si vous recevez une facture de Garrigue, c'est que à un moment, depuis ces 2 années scolaires, vous avez dû mettre votre enfant à la cantine. Maintenant, si vous recevez des relances, c'est qu'il y a un problème sur la nature du paiement. Oui, oui, elles sont toutes annulées. Hein. Quand je réponds, alors maintenant j'attends la 3e relance parce que ça commence à me saouler. Monsieur Alliott, Non, monsieur mais Alliott. pour vous dire, les données, moi la question c'est, est-ce que c'est normal que les données soient conservées aussi longtemps? Bah, a priori, non. Et mais on va regarder de quoi il retourne. D'accord. On va regarder de quoi il retourne. Entre le délégataire, les services de la ville. Est-ce qu'on a d'autres questions? Très bien. Ben, mesdames, messieurs, nous avons épuisé cette... Ah, pardon. Passe au vote. Pour pouvoir le- Monsieur Borelli, s'il vous plaît. Unanimité, je vous remercie. Pas de questions orales ce soir. La séance est levée. Merci beaucoup.